et à tous et bienvenue à la 7e édition du concours d'éloquence de l'IAE Nancy School of Management. Alors, peut-être y a-t-il certaines et certains qui nous rejoignent ce soir et qui ne connaîtraient pas l'IAE, Institut d'administration des entreprises de Nancy. Alors, il s'agit d'une école universitaire de management faisant partie de l'Université de Lorraine et qui forme des étudiants et des professionnels déjà en activité au métier de la gestion et du management. L'IAE propose des cursus en lien étroit avec les acteurs du monde socio-économique pour former des managers de demain dans le cadre des grandes transitions écologiques, numériques et sociétales. Ce soir, le Théâtre de la Manufacture, Centre dramatique national, et les étudiants organisateurs nous permettent de mettre la parole à l'honneur. Créativité, réflexion et talent oratoire seront au rendez-vous. Nos candidats vont tenter de vous convaincre, de vous émouvoir et peut-être même de vous faire voir certaines questions sous un nouveau jour. Alors, comment va se dérouler cette soirée? Alors forcément, en plusieurs temps. Tout d'abord, nous écouterons les 5 demi-finalistes qui s'exprimeront chacun sur l'un des deux sujets suivants. Aimer, est-ce perdre? Est-ce se perdre, pardon? Lapsus qui en veut dire beaucoup sur ma vie. Ou alors, l'enfance a-t-elle une fin? Alors, avant de commencer, nous souhaitons remercier chaleureusement les membres du jury pour leur présence ce soir. Ils ont accepté de consacrer de leur temps pour écouter, analyser et départager nos candidats. Je vais vous les présenter. Nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Creusot-Rivière, présidente du conseil d'institut de l'IAE Nancy et directrice générale d'Isico. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette soirée. À ses côtés, nous avons aussi le plaisir de recevoir Sophie Bourrel, maître de conférence en droit public à l'IAE Nancy. Nous poursuivons avec Clément Barillon, que je n'ai pas besoin de présenter apparemment, mais que je vais faire tout de même, professeur des universités en droit privé à l'IAE Nancy. Alors merci d'avoir accepté de participer à cette 7e édition du concours d'éloquence. Et j'ai une question pour vous. Voilà, pour rythmer un petit peu cette soirée. Alors, selon vous, parce que vous représentez un petit peu le jury à travers cette question, quelles sont les principales caractéristiques d'un bon orateur? Alors, je rassure tout le monde, j'avais été prévenu, parce qu'une question comme ça, à chaud, c'est absolument injouable. Je dirais que c'est à la fois l'art de dire et de bien dire. Donc, à la fois savoir construire sa pensée, être simple, être convaincant, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut savoir bien le dire. Il faut manier les silences, il faut savoir varier son intonation, il faut jouer avec le temps, l'espace, c'est quand même beaucoup de choses. Mais moi, la définition que je préfère, c'est se présenter tel qu'on est, en fait. C'est aller chercher la meilleure partie de soi-même et se présenter aux autres comme ça. Pour moi, le bon orateur, c'est ça. Mais il suffit de regarder ce qu'on va voir tout à l'heure et on aura la définition. Merci beaucoup. Et je continue les présentations avec Armand Fleureau, vice-président étudiant de l'Université de Lorraine, voilà, qui nous fait également l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et pour finir, nous avons également l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-François Husson, sénateur de la Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et je vais en profiter également pour vous poser une petite question, monsieur le sénateur. Parce qu'au regard de votre expérience, de vos fonctions, quelle importance accordez-vous à la prise de parole dans l'exercice de vos fonctions? Je vais finalement compléter et partager le propos de mon voisin de gauche. C'est-à-dire, c'est factuel. Voilà. Et quand je me retournerai pour regarder la salle, il sera à ma droite, comme ça tout le monde est content. Non, je pense que ce qui est important, finalement, dans la prise de parole, c'est l'effort que l'on fait pour à la fois structurer et délivrer un message qui doit être clair. Si la prise de parole est maîtrisée, forcément vous captez l'attention et selon la voix que vous avez,
et la manière dont vous structurez la pensée et surtout la prise de parole, eh bien, vous gardez l'attention des uns et des autres. Et puis, la manière de s'exprimer marque aussi, de mon point de vue, à la fois la considération qui est la nôtre vis-à-vis de nos interlocuteurs et le respect que l'on doit à ceux ou celles auxquels on s'adresse. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui important. C'est d'autant plus important, me semble-t-il, là je prends un petit risque, mais aujourd'hui on est toujours en train de textoter beaucoup sur les réseaux sociaux avec une écriture qui est plus proche de la parole ou du langage oral. Or, bien structurer les choses, c'est important d'ailleurs, à la fois pour soi, mais également pour les autres. Et dans la vie, ça permet aussi d'être bien compris. Et c'est une manière aussi d'influencer et d'entraîner à la fois l'écoute des interlocuteurs et puis, bien sûr, de faire passer un certain nombre de messages de manière la plus claire possible. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alors, je vous l'ai dit, cette soirée marque la 7e édition du concours d'éloquence de l'IAE Nancy, mais c'est la 5e année consécutive donc qu'il se déroule ici au Théâtre de la Manufacture. Donc, je vous l'ai déjà dit, on remercie énormément le Théâtre de la Manufacture car cette collaboration avec l'IAE Nancy va bien au-delà de ce concours. Le théâtre est un véritable partenaire de l'Institut. Il accompagne nos projets, soutient l'engagement culturel et contribue à la création de l'atelier théâtre. Grâce à ce partenariat, nos étudiants découvrent l'art du théâtre sous toutes ses formes et notre troupe répète dans des conditions professionnelles, comme vous pourrez le remarquer plus tard. En effet, avant le passage des candidats, un petit rappel pour les membres du jury. Attention, on écoute bien. À l'issue de chaque prestation, vous aurez la possibilité de poser un maximum de 2 questions par candidat. D'accord ? Et non pas 2 questions par membre du jury. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas de questions, je m'en chargerai. Et je serai impitoyable. Eh bien, l'ordre de passage, lui, a été déterminé par tirage au sort et chaque candidat devra respecter un temps de parole compris entre 5 et 7 minutes sur le sujet qu'il ou elle a choisi. Nous pouvons tous respirer, car c'est maintenant le moment de commencer avec le premier candidat. C'est toujours à la fois le plus difficile et le plus facile, parce qu'une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à regarder les autres stressés. Je vous propose d'accueillir maintenant Clara Rocochet, étudiante en 2e année de licence gestion et qui a choisi de s'exprimer sur le sujet « L'enfance a-t-elle une fin ?» Merci de l'accueillir avec vos applaudissements. Dans les couloirs d'un hôpital, ma petite sœur a posé une question. Une question simple, mais une question brutale. Pourquoi mon grand-père, autrefois si grand et si fier, devait maintenant demander pour pouvoir ne serait-ce que manger ? On lui a expliqué maladroitement que papy était redevenu un enfant, qu'il fallait l'aider, le pouponner, l'accompagner. Ma sœur a accepté la réponse. Moi, j'ai gardé la question. Redevenir un enfant, ces mots m'ont, arrêté, comme si l'enfance était une porte que l'on claque derrière soi, comme si l'on pouvait s'en éloigner, puis revenir, puis repartir. Mais être un enfant, ce n'est pas seulement être porté, nourri, guidé. Être un enfant, c'est croire sans preuve, rire sans raison, tomber et recommencer. Alors, je me suis demandé, si l'on peut redevenir un enfant, est-ce que l'enfance disparaît vraiment ? Ou est-ce qu'elle ne nous quitte jamais tout à fait ? Est-ce qu'elle ne se cache pas quelque part entre nos peurs et nos élans, entre nos responsabilités et nos rêves d'avant ? Peut-être que l'enfance ne s'efface pas. Peut-être qu'elle change de forme. Moins visible, mais toujours présente. Tout ça, c'est ce que j'aurais pu vous dire si j'avais voulu vous rassurer. Et c'est sûrement ce que vous entendrez après moi. On vous dira que l'enfance n'a pas de fin, qu'elle vit en nous, qu'elle nous suit, qu'elle ne nous quitte jamais vraiment. Que c'est rassurant, que c'est beau, c'en est presque consolant. Mais moi, si j'ouvre le bal aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas pour vous consoler. Je suis venue vous dire ce que l'on ne s'avoue pas. Cher public, chers membres du jury, l'enfance a une fin. Parfois sans témoin, silencieuse, l'enfance s'éteint. Et pourtant, croyez-moi, je ne suis pas des plus tragiques. Non, c'est même tout le contraire. Je suis de celles qu'on dit trop énergiques, celles qui rient trop fort pour un rien, pour un souffle, celles qui voient encore de la magie dans ce qui nous étouffe. Je suis de celles qui s'émerveillent sans raison, qui parlent au monde comme à une illusion, comme si quelque part, derrière chaque détour,
la vie cachait encore un peu d'amour. Et j'ai cru naïvement peut-être que l'on ne grandirait pas, que le temps aurait peur de s'attaquer à moi, qu'il suspendrait sa course juste au-dessus de nos têtes, comme une vieille menace oubliée, presque muette. Mais le temps n'oublie pas, il avance, il arrache, il décide, il abat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faudrait que je pense à trouver un master, moi. Enfin bref, aujourd'hui, je dois l'admettre, on me dit immature. On me le dit avec un sourire indulgent, comme on diagnostique une pathologie qui s'en irait avec le temps, comme si rire trop fort devait se corriger, comme si rêver encore devait se soigner, comme si grandir, c'était forcément renoncer. Renoncer à rêver, renoncer à imaginer, renoncer à être léger. Mais non, enfin, grandir, ce n'est pas arrêter de rêver. Ce n'est pas parce que l'enfance a une fin que tout s'arrête avec elle. Ce n'est pas parce que l'on devient adulte que l'on devient sérieux, rigide et définitivement raisonnable. Prenons par exemple mon père. Mon père, il déambule encore dans les rues en BMX. Oui, en BMX des années 90. Et je vous jure que même quand la selle a déjà cassé, même quand tout semble usé, même quand tout grince, il remonte dessus sans jamais hésiter. Pas pour aller loin, pas pour arriver quelque part, enfin, juste pour sentir le vent et se sentir vivant. Et pourtant, mon père n'est plus un enfant. Il a des responsabilités, des horaires, des tourments. Il travaille, il encaisse, il avance constamment. Alors non, ce n'est pas de l'enfance, parce qu'un enfant ne choisit pas l'insouciance. Lui, il l'a choisi, et ça change tout en silence. Et c'est peut-être là toute la différence. Ce n'est pas l'enfance qui reste, c'est une résistance. L'enfance, elle s'éloigne sans prévenir. Elle se retire sans bruit, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on ne peut plus y retourner. Non pas parce qu'on ne peut plus, mais parce qu'on ne sait plus. Non pas parce qu'on ne veut plus. On ne sait plus tomber sans réfléchir, on ne sait plus attendre sans s'inquiéter, on ne sait plus regarder le monde sans chercher à le comprendre. L'enfance, ce n'était pas seulement un âge, c'était une manière d'être, une manière de voir, une manière de vivre, qui, elle, a une fin. Dites-moi, chers membres du jury, cher public, je vais vous poser une petite question toute simple. Quand est-ce que vous avez joué pour la dernière fois ? Vraiment joué, hein ? Pas pour faire semblant, pas pour passer le temps, mais comme un enfant. Un enfant qui joue et qui s'invente des histoires. Vous ne savez plus ? Et ce n'est pas un hasard. Vous ne savez plus parce que l'enfant s'en est en allé. Doucement, sans bruit, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Parce qu'un jour, sans prévenir, le monde a perdu un peu de sa magie. Vous avez eu un peu moins d'imagination qu'avant. C'est un fait, on ne s'abandonne plus vraiment. On effleure les histoires au lieu de s'y noyer. On reste à la surface des choses, là où autrefois on vivait pleinement. Et alors, pourquoi parfois, sans prévenir, quelque chose revient ? Il suffit d'un goût, d'une odeur, d'une musique oubliée, et soudain, un souvenir qu'on croyait effacé refait surface, intact. Notre fameuse Madeleine de Proust fait vaciller le présent. D'ailleurs, quand je dis Madeleine de Proust, on pense tous à un retour en enfance, mais ce n'est pas vraiment ça. On n'y retourne pas, on en aperçoit seulement un fragment, un instant, un éclat. Et il disparaît presque aussitôt. Alors pourquoi ? Pourquoi ces moments existent-ils encore si nous ne pouvons plus vraiment être cet enfant ? Eh bien, peut-être justement parce que cette époque est terminée. Et parfois, elle trouve un chemin pour revenir à la surface. Pas pour nous ramener en arrière, mais pour nous rappeler qu'elle a existé. Alors oui, l'enfance a une fin. Mais ce n'est pas triste, ce n'est pas un chagrin. C'est la preuve que c'était beau, que ça valait le coup, que chaque rive, chaque rêve nous portait partout. Ce qu'elle laisse, ce n'est pas son absence. C'est une trace douce, une chaleur, une danse, une façon de rêver encore, de s'émerveiller, de croire que même quand le monde nous fait douter. Grandir, ce n'est pas oublier ni renoncer, c'est choisir de garder ce qui nous a fait rêver. Alors oui, l'enfance s'en va, légère comme un souffle. Mais si un jour tout étouffe, ce ne sera pas parce que vous avez grandi ou avancé. Ce sera simplement parce que vous avez choisi d'abandonner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Membre du jury, je vois déjà prendre des notes. Je vois des sourcils un peu froncés. Est-ce que l'un ou l'une de vous a une question ? Oui, si l'enfance a une fin, lorsqu'on pense être sorti de l'enfance et que l'on dit que l'on est, en tant qu'adulte, de grands enfants, y a-t-il donc une fin ? Alors oui, je pense qu'il y a une fin, justement. On garde des traits de l'enfance, on garde des traits de caractère, évidemment, mais justement, c'est là tout l'enjeu, c'est de réussir à garder cette part d'enfant. Mais l'enfance en elle-même a une fin parce que
une enfance en étant adulte ne nous permet pas de faire nos tâches comme il se doit ou quoi que ce soit. L'enfance, ça a une fin parce que, justement, c'est une façon de voir le monde qui est presque insouciante, en fait. Un adulte ne peut pas avoir cette vision du monde. Il peut avoir encore des traits d'enfant, mais ça sera seulement des traits de caractère qu'il peut garder tout au long de sa vie, mais ça ne sera jamais l'enfance. Je vois les membres du jury faire oui de la tête, en tout cas. Il y avait une deuxième question, je crois. Vous avez associé l'insouciance à l'enfance. Vous pensez vraiment qu'on ne doit pas de temps en temps, même en étant moins enfant, garder cette insouciance ? Bien sûr que si, on doit la garder, mais on garde cette insouciance de façon consciente, alors qu'un enfant garde cette insouciance de façon inconsciente. Je pense que là est la différence, et c'est plus compliqué pour nous adultes d'avoir cette part d'insouciance en sachant tous les enjeux qui nous entourent. Pour un enfant, c'est plus facile. Merci beaucoup, Clara Recochet, pour ce courage. Et nous continuons avec la deuxième candidate, Nora Hannequin, étudiante en première année du Master MOS, Management des organisations sanitaires et sociales. Son sujet est également « L'enfance a-t-elle une fin ?» C'est à vous. Souvenez-vous. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir fermer les yeux. Oui, fermez-les un instant et retournez aux souvenirs d'antan. À ces instants simples, légers, précieux, que le cœur, lui, n'a jamais vraiment oubliés. Souvenez-vous du goût d'un goûter après l'école, du bruit des billes qui s'entrechoquent dans la cour de récréation, de la joie de courir sans la pluie sans penser au lendemain. Ah, à cette époque, nos plus grands drames tenaient dans si peu de choses. Un lacet défait, un dessin raté ou une glace tombée par terre. Puis un jour, sans vraiment s'en rendre compte, le monde change et une phrase tombe presque comme un verdict. Ça y est, tu es grand maintenant. Mais dites-moi, à quel moment cesse-t-on d'être un enfant ? Le jour de nos 18 ans ? Le jour où l'on paie ses premières factures ? Le jour où on comprend que la vie n'est pas un conte ? Ou bien ne cesse-t-on jamais vraiment de l'être ? En clair, l'enfance a-t-elle une fin ? À première vue, oui. L'enfance a une fin, parce que dans notre société, elle semble avoir une date de péremption. Chez nous, on devient adulte à 18 ans. Dans certains pays, 21. Et parfois, bien plus tôt, à 13 ans, certains enfants travaillent, certains se marient, certains survivent au lieu de vivre. Et grandir, c'est entrer dans un nouveau monde. On troque nos vêtements colorés contre des costumes parfois trop serrés et un peu trop sérieux. On remplace les dessins animés par des réveils matinaux, les jeux par des factures, l'insouciance par des responsabilités. La vie devient un rythme. Se lever, travailler, manger, dormir, recommencer, tout devient plus rapide, plus exigeant, plus lourd. Alors oui, l'enfance semble avoir une fin. Et pourtant, cette réponse est trop simple, parce que l'enfant ne disparaît jamais totalement. Elle reste accrochée à nous, quelque part, bien au chaud, et on peut la retrouver dans des détails. Dans un feu d'artifice qui illumine nos yeux, dans une galette où on espère encore secrètement la fève, dans une chanson d'enfance où on connaît déjà toutes les paroles. Et cette idée, le cinéma l'a parfaitement racontée dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. En effet, Amélie est adulte. Elle travaille, elle vit seule, elle paie son loyer, et pourtant, son bonheur se cache dans des gestes minuscules. Casser la croûte d'une crème brûlée avec le dos de la cuillère, plonger la main dans un sac de grains, faire des ricochets sur l'eau. Des plaisirs simples en apparence. Des plaisirs d'enfant. Et pourtant, ce sont ceux-là qui donnent du sens à la vie, comme si l'adulte qu'elle est devenue continuait d'être guidée par l'enfant qu'elle a été. Nos yeux sont souvent appelés les miroirs de l'âme, mais moi je crois que c'est la fenêtre de notre enfance. Et parfois,
cette fenêtre se brise. Parce que moi, je n'ai pas simplement grandi. J'ai dû arrêter mon enfance. J'ai dû devenir la maman de ma maman malade. J'ai dû apprendre à prendre soin de nous, alors qu'à 14 ans, je venais de perdre mon frère. Et j'ai découvert des mots que je n'aurais jamais dû connaître à cet âge-là. Le deuil, la violence, l'absence. Et pendant que d'autres pensaient à leurs devoirs ou à leur histoire d'amour, moi, je pensais à rester debout. Mon père était loin et moi, je devais être forte. Alors on m'a appris à ne pas pleurer, à ne pas craquer, à ne pas trembler. On m'a appris à être adulte trop tôt. Alors oui, parfois l'enfance ne se termine pas. Elle est interrompue. Mais que faut-il en conclure? Que l'enfance a une fin ou qu'elle n'en a aucune? Je pense que les deux sont vrais. Oui, l'enfance a une fin comme âge, mais non, elle n'a pas de fin comme empreinte. Oui, elle disparaît dans le calendrier, mais non, elle reste dans notre cœur. Alors, il ne faut pas rester un enfant, parce que grandir est nécessaire. Mais il ne faut surtout pas renier l'enfant que nous étions, parce que sinon, on s'ampute d'une partie de nous-mêmes. Et grandir, c'est pas tuer l'enfant qui est en soi, c'est lui donner une place qui lui est juste. Alors oui, messieurs, dames, la vie ne sera pas toujours simple. Oui, tout ne sera pas toujours parfait. Mais cela ne veut pas dire abandonner nos rêves, cela veut dire les transformer pour les rendre possibles. Alors finalement, est-ce que l'enfance a une fin? Je ne crois pas. Parce que l'enfance n'est pas seulement une période de la vie, c'est une manière de regarder le monde. C'est la capacité de s'émerveiller, c'est la capacité de rêver, de croire encore qu'une petite chose peut rendre une journée extraordinaire. Nous vieillissons, oui, mais au fond de nous, il reste toujours cet enfant qui rit trop fort, qui s'étonne de tout et qui espère encore un peu de magie. Alors non, l'enfance n'a pas de fin. Elle change simplement de forme. Elle devient un souvenir, une force, un regard. Et peut-être que devenir adulte, ce n'est pas abandonner l'enfant que nous étions. Non, mais c'est apprendre à vivre avec lui. Parce qu'au fond, si nous continuons à rêver, à nous émerveiller et à croire aux petites choses, alors oui, nous sommes tous quelque part de grands enfants. Je vous remercie. Nora Hannequin, merci beaucoup. Je vois déjà les micros dans les mains. Apparemment, il y a une première question déjà du jury. Oui, vous avez dit avoir appris à être adulte. Est-ce que vous pensez qu'on apprend à être un enfant? Je ne pense pas qu'on apprend à être un enfant. Je pense que l'enfance, c'est juste un état temporel qui est permanent et un état justement qui est inné. Alors qu'être adulte, on apprend des codes que nos parents nous transmettent, les codes sociétaux, les codes justement comportementaux. Et alors qu'enfant, finalement, c'est juste l'insouciance et la pureté. Voilà. D'accord, merci. Vous avez une deuxième question? Oui ou... Si on n'a pas d'autres gens, posons encore une. Vous avez parlé de rythme. Est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser quand même de changer de rythme pour rester dans l'enfance, même quand on est adulte? Oui, en effet. D'ailleurs, c'est ce que démontre un philosophe qui s'appelle Delacroix dans son dernier livre qui s'appelle Leur enfance. Et justement, il expliquait que malgré que nous soyons adultes, malgré nos rythmes, on continue à rester un enfant de par nos comportements et de par justement notre être. Par exemple, si on avait la phobie des araignées étant enfant et qui perdure à l'âge adulte, alors oui, on reste encore enfant. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, Nora Hannequin, étudiante en première année de Master Moss. On reprend son souffle
pour accueillir le 3e candidat déjà. Merci d'accueillir Robin Pierrat, étudiant en première année de licence AES, Administration économique et sociale. Il interviendra sur le sujet « Aimer, est-ce se perdre ?» C'est à vous. Aime faire du sport, le voyage. Waouh! Elle a vraiment voyagé dans le monde entier, dans les 4 coins du monde. Je la like. Oh, veuillez me pardonner, cher public et membres du jury. J'étais sur une de ces applications de rencontres afin d'y trouver l'amour. Le vrai, l'unique, celui où la Terre s'arrête de tourner. Oh, attendez, elle m'a ajouté en retour. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mes mains deviennent moites, mon pouce accélère. Ne serait-ce pas la femme de ma vie? Je suis prêt à y croire, prêt à débourser l'ensemble de mes économies pour voyager à travers le monde, alors que je ne sais pas aligner un seul mot étranger. Elle ne m'a jamais parlé, elle ne me connaît pas, et pourtant, je suis déjà prêt à devenir quelqu'un d'autre. En 3 photos, j'ai changé mes goûts. En une notification, j'ai changé mes priorités. Et en un like, j'ai presque changé d'identité. En quelques secondes, j'ai gagné son attention et perdu ma direction. En un instant, j'ai cru la trouver et j'ai commencé à me quitter. Alors, dites-moi, si l'amour commence par cela, est-ce qu'aimer, ce n'est pas déjà se perdre? Peut-on réellement parler d'amour lorsque Lucie repose sur un scénario fictif? Peut-être que je ne suis pas amoureux. Peut-être que je suis simplement attaché à une idée. Et si ce que je vous décris depuis le début n'était en réalité qu'une illusion? Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Alors oui, je dirais que je suis l'un de ces malheureux qui donnent à la dépendance le surnom de l'amour. Mais ce que je viens de décrire, ce n'est pas l'amour. C'est s'effacer dans un fantasme. Un amour où l'on se transforme juste pour plaire. Alors la véritable question, c'est de savoir s'il faut se perdre pour aimer ou seulement abandonner l'illusion que l'on se fait de l'amour. Alors oui, peut-être que se perdre est inévitable lorsqu'on aime. Après tout, aimer, c'est laisser quelqu'un entrer dans notre vie. Nos habitudes changent, nos décisions ne se prennent plus seules. Bref, une partie de nous se perd. Mais si se perdre est le prix de l'amour, encore faut-il ne pas se tromper d'achat. Se perdre pour une illusion, c'est cher et inutile. Et comment vous dire que mon cœur est avare? Parfois, aimer, c'est accepter de se perdre un peu pour l'autre. Comme ce couple, où l'un doit déménager pour son travail et l'autre décide de le suivre, laissant derrière lui sa ville, ses amis, sa routine. Alors me voilà, perdu, déboussolé par ce sentiment humain. Alors peut-être que je n'ai pas compris ce sujet, peut-être que je n'ai pas le bon mode d'emploi. Tout à l'heure, sur mon téléphone, je cherchais à plaire. Et vous avez été témoin de ce crime. J'ai été victime de cet algorithme. Chaque like, chaque notification, chaque espoir. Un effort qui me ramenait toujours au même point. Et soudain, j'ai compris. J'étais devenu Sisyphe. Vous savez, cet homme condamné à pousser éternellement un rocher au sommet d'une montagne. À chaque fois qu'il s'approche du sommet, la pierre retombe et tout recommence en boucle et en boucle. L'illusion de l'amour, c'est exactement cette pierre. On rencontre quelqu'un, on imagine une histoire, on se projette un avenir. La pierre monte, puis la réalité arrive. Les illusions tombent et la pierre redescend.
Alors on recommence. Un nouveau profil, un nouveau message, un nouvel idéal. Et me voilà, Sisyphe moderne, condamné à voir la pierre retomber encore et encore. Mais à force de la voir retomber, à force de recommencer, je finis par comprendre quelque chose. Je ne me trompais pas en acceptant de me perdre. Je me trompais sur ce que je cherchais à atteindre. Car à courir après l'illusion, je ne faisais que repousser ce que l'amour exige vraiment. Et comme le disait Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors moi aussi, il faut m'imaginer autrement. Pas heureux de recommencer sans cesse, mais heureux d'avoir compris. Car aimer vraiment, ce n'est pas plaire. Aimer, ce n'est pas changer pour séduire. Aimer, ce n'est pas se cacher derrière une illusion. Aimer, ce n'est pas souscrire un abonnement à la salle juste pour qu'elle le remarque. Non, non. Aimer, c'est plus profond. C'est avant tout accepter de perdre quelque chose, mais pas ce que nous sommes. Parce que l'amour sincère ne nous demandera jamais d'abandonner notre identité. Ce dernier exige de sacrifier notre égoïsme, sa solitude et son moi. Alors oui, j'accepte de me perdre, mais pas pour me morfondre dans une illusion. Non, je veux me perdre dans un nous qui m'élève. Merci. Merci Robin Pierrat. Alors je regarde le jury. Y a-t-il des cœurs qui veulent parler? Alors tout d'abord, félicitations pour la prestation. Il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous faites. C'est important de le préciser. Alors tu nous as parlé d'amour. J'ai une double question en fait. Elle comptera pour une. Plusieurs manières d'aimer. Aimer son conjoint, sa conjointe, aimer sa famille, aimer ses amis. Et donc la question que je te pose, c'est est-ce que c'est pas plutôt quand on est aimé et quand on aime les gens qu'on se trouve? Je dirais plutôt que les deux coïncident. Parce qu'en fait, l'amour, c'est un sentiment qui est d'abord personnel. Ça part d'une volonté personnelle, ça part de cela. Et en fait, les autres nous permettent, avec les relations qu'on a, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec les entourages, ça permet de compléter. Et en fait, cet amour sincère, c'est lorsqu'on se reconstruit à deux. C'est lorsqu'on remarque qu'il y a vraiment cette évolution à deux et que finalement, on ne se perd pas dans un idylle qui n'existe pas. Que c'est ça l'amour sincère, c'est ça la base de ce sentiment humain qui nous relie tous. Une autre question? Vous avez dit que aimer, ce n'est pas abandonner son identité. Est-ce que vous ne pensez pas que l'amour peut aider à se trouver? Si l'amour peut permettre de se trouver? Soi-même, oui. Alors, en quelque sorte, oui. Parce que c'est vrai que être seul, c'est une forme incomplète de soi-même. Et quand on trouve quelqu'un, ce sentiment humain qui est l'amour, finalement, il nous permet peut-être d'abandonner notre solitude, son égoïsme. Mais il nous permet d'autre part de se découvrir une autre facette, de pouvoir évoluer avec quelqu'un d'autre à nos côtés et de pouvoir, comme je l'ai dit, se construire. Et donc oui, l'amour est cette base de construction, ce pilier qui finalement construit notre vie, même si des fois il est malheureux. Mais on s'en relève et c'est toujours une construction. Merci beaucoup. On peut applaudir Robin Pierrat. Alors, avant de poursuivre la soirée, revenons rapidement sur les différentes étapes de cette édition du concours d'éloquence. Alors, cette année, 11 candidats se sont inscrits pour participer aux qualifications du concours d'éloquence de l'IAE Nancy. Le jury, composé des enseignants-chercheurs de l'IAE Nancy, Madame Christine Loargan, Rémi Le Gall, ainsi que Monsieur Clément Barillon, professeur des universités, a eu la tâche difficile de départager ces 11 étudiants afin de sélectionner les 5 candidats présents sur scène ce soir.
Nous tenons d'ailleurs à féliciter l'ensemble des 11 participants pour leur engagement et la qualité de leurs prestations. Je pense qu'on peut les applaudir. J'ose imaginer qu'ils sont dans la salle. Afin d'accompagner les candidats dans leur préparation, 4 séances de coaching ont également été organisées. Ces ateliers avaient pour objectif de perfectionner la gestuelle, la voix, le rythme, mais aussi l'argumentation, la structure du discours et les techniques de rhétorique. D'accord, comme on l'avait évoqué souvent, la forme, c'est le fond qui affleure. S'il n'y a pas ce fond, la forme ne sert à rien. Alors on va remercier chaleureusement ces coachs qui sont sûrement présents aussi dans la salle ce soir. On peut les applaudir, voilà, pour leurs accompagnements et leur investissement auprès des candidats. Et après cette petite pause organisationnelle, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce concours, je vous propose d'accueillir la 4e candidate. Veuillez accueillir Clarisse Danton, étudiante en 2e année de licence AES. Elle a choisi de s'exprimer sur le sujet « L'enfance a-t-elle une fin ?» Le micro est prêt, c'est à toi. Un soir de juillet 2018, je rentrais de ma sortie vélo avec mes amis. Le soleil se couchait lentement et je sentis cette odeur qui me donna le sourire. Un mélange de fraîcheur, d'été et de folie. Cette odeur provenait du jardin. Papa s'attelait déjà à la préparation du barbecue, mais avant de m'asseoir à table, j'entends ma sœur jumelle s'adresser à moi. Elle me demande alors si je veux jouer avant le repas. Ce jour-ci, bien évidemment, j'ai dit oui, sans savoir qu'il s'agissait de la dernière fois que l'on jouerait ainsi. Si j'avais su, j'aurais pris davantage de plaisir. Tu t'en souviens, maman ? Lorsqu'il n'y avait que sourire sur mon visage, lorsque faire le pitre à table était ma seule préoccupation, lorsque je passais tout mon temps à t'admirer, car je n'avais pas conscience du temps qui passait. Pardonnez-moi, maman, papa, car oui, aujourd'hui, j'ai mis un terme à tout cela. J'ai laissé le contrôle m'envahir. À présent, je n'ai même plus le temps pour un film. À vrai dire, ce temps, j'y consacre beaucoup trop d'importance. Je le vois défiler sous mes yeux et je sais qu'il ne reviendra plus. Mesdames, messieurs, sachez que j'ai peur. Peur à l'idée que le temps passe, peur de voir apparaître des rayons de soleil un peu trop marqués sur le doux visage de maman, peur de ne pas avoir accompli assez de choses pour mon âge. C'est une course contre la montre, que malheureusement je ne gagnerai jamais, car croyez-moi, qu'est-ce qu'elle est endurante cette montre ? Les filles, vous vous souvenez des soirées à passer à regarder Disney Channel, à chanter devant Violetta dans un espagnol légèrement douteux ? Désolée pour les plus de 25 ans qui n'auront pas la ref, mais permettez-moi de vous raconter l'un de mes plus beaux souvenirs avec mes 2 sœurs. À peine rentrée à la maison, courir devant la télé pour le nouvel épisode de 18h15 et passer la soirée à faire des karaokés. Oui, enfin, je crois qu'à ce moment-là, j'étais la seule à m'amuser. En réalité, mes 2 sœurs n'aimaient même pas chanter. Mais moi, j'adorais ça, chanter. Elles restaient toutes les 2 à m'écouter sans même se plaindre une seule fois. Un matin, en me réveillant, je n'ai pas compris ce qu'il s'était passé. 8 ans se sont écoulés. Plus de Violetta le soir, même plus de goûter et encore moins de karaoké. Ma grande sœur, elle, n'habite plus à la maison. Ma chambre collée à la sienne est devenue tout à coup silencieuse. Il m'arrive parfois de retourner dans sa pièce. Vous savez, rien n'a changé. L'odeur des livres Cœur Vanille et Cœur Coco qu'on lisait en boucle étant petite, les cadres enfermant des photos se noyant sous la poussière. Qu'est-ce que j'aimais ça, moi, savoir que ma sœur était à côté et que je pouvais l'appeler à tout moment. Aujourd'hui, c'est différent. Comme disent les autres, c'est la vie. Mais à vrai dire, qui suis-je ? Moi, Clarisse, du haut de mes 21 ans, en train de vous faire une leçon sur la nostalgie ? Je ne suis pas au bout de mes surprises, me direz-vous. Ce soir, je vous demande de me croire. Le temps qui passe est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
La nostalgie est une émotion que je ressens chaque seconde. Alors je vous en supplie, ne me dites pas que mon enfance est terminée, ne m'avouez surtout pas que mon adolescence est derrière moi, et pitié, ne me parlez pas de salaire, d'impôts, de factures, que sais-je, laissez-moi réaliser à mon rythme que j'ai passé l'âge de me faire des couettes. Et qu'il est temps pour moi de faire face à cette réalité que l'on nomme le temps qui passe. Malheureusement, lorsqu'on grandit, on perd notre âme d'enfant. Non pas parce que nous n'avons plus l'âge de jouer, mais parce que nous apprenons les codes sociaux, les comportements à avoir en société. Ce que l'on doit faire, ne pas faire, dire ou ne surtout pas dire. On commence à donner de l'importance à ce que les autres pensent de nous, on planifie, on s'inquiète, on cherche à tout contrôler. Quel est l'objectif ? S'enfermer dans une case ou se fondre dans la masse. Alors oui, la nostalgie nous envahit tous à un moment dans nos vies. Charles Aznavour lui-même n'a pas vu le temps passer, car hier encore, il avait 20 ans. Mais ne vous en faites pas, j'ai trouvé la potion magique. S'enfermer à double tour dans une prison que l'on nomme le moment présent. Ne plus laisser son esprit libre rôder entre trois mondes et prenons ce soir un moment pour nous reconnecter à notre enfant intérieur. Celui qui n'avait ni peur de demain, ni peur du manque de contrôle. Pour ma part, sachez que le jugement que vous portez sur moi à cet instant précis m'importe peu. Les conséquences de ce concours d'éloquence, je n'y attache guère d'importance. Le partiel que je passerai la semaine prochaine, cela m'est indifférent. Ce soir, je décide de vivre le moment présent. Ce soir, je décide d'être une enfant. Car en réalité, l'enfance n'a de fin que lorsqu'on décide qu'elle doit en avoir une. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Clarisse Danton. Et c'est donc le moment qui vous importe peut-être peu. On verra des questions. Est-ce que nous avons des questions dans le jury ? Oui ou non ? Est-ce que l'on doit vous croire quand vous nous dites que le jury, vous n'avez qu'à faire de ce qu'il pense ? Je pense pas vraiment. Vous avez un petit peu mon destin entre vos mains, donc pas vraiment. Mais j'espère au fond que dans tous les cas, cette expérience m'apportera quelque chose, peu importe le verdict du jury. Merci. Est-ce que quelqu'un a une deuxième question ? Non ? Sinon, sinon c'est moi. Parfait. Sinon, s'il n'y a pas de deuxième question, c'est moi. Je suis désolé. Alors, d'une, j'ai la ref de Violetta. Hein. Et de deux, on entend quand même énormément un tableau très sombre de l'âge adulte. Mais n'y a-t-il pas aussi du positif à laisser son enfant derrière et assumer pleinement cet âge d'adulte ? Moi, je pense qu'on peut assumer cet âge d'adulte en gardant justement cet enfant à l'intérieur de nous et en se moquant un petit peu des codes, en se moquant du regard des autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à être pleinement heureux en étant adulte. Très bien. Merci. Merci à vous. Nous arrivons au 5e et dernier candidat. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Pacôme Djoyibo, étudiant en première année de master entrepreneuriat et management de projet. Son sujet est « L'enfance a-t-elle une fin ?» Eh bien, c'est à vous. Je me souviens d'un enfant. Il avait des rêves beaucoup trop grands pour ses poches. Il imaginait des routes qu'il n'avait jamais vues. Il parlait d'avenir comme si tout était possible. Il croyait que le monde l'attendait. Puis un jour, on lui a dit de grandir. Grandir, comme si c'était une obligation, comme si c'était un renoncement nécessaire, comme si devenir adulte signifiait laisser derrière soi l'insouciance, les rêves,
l'audace. Alors, je me suis demandé, l'enfance a-t-elle une fin? On nous dit que l'enfance s'arrête à 18 ans, ou à 25, ou au premier loyer, ou à la première responsabilité. Mais est-ce si simple? Parce que j'ai vu des enfants devenir adultes bien trop tôt. Des enfants qui n'ont pas eu le luxe de l'insouciance. Des enfants qui ont appris la responsabilité avant d'apprendre la légèreté. Des enfants à qui on a demandé d'être forts avant même de comprendre ce que signifiait être fragile. Alors, l'enfance a-t-elle une fin ou est-ce parfois la vie qui l'interrompt? Et puis à l'inverse, j'ai vu des adultes avec des diplômes, des titres, des fonctions, qui avaient perdu quelque chose d'essentiel. Leur capacité à rêver, leur capacité à oser, leur capacité à croire, comme si grandir signifiait rétrécir. Mais si l'enfance ne s'arrête pas à l'âge, et si l'enfance était cette part de nous qui croit encore que c'est possible, cette part de nous qui ose imaginer plus grand que nos limites, cette part de nous qui refuse que le réel impose ses limites définitives. Alors, peut-être que l'enfance ne disparaît pas. Peut-être qu'elle se transforme. Il y a des enfances écourtées, des responsabilités précoces. Il y a des moments où la vie oblige à devenir solide. Mais devenir solide ne devrait pas signifier devenir fermé. Grandir, ce n'est pas tuer l'enfant. Grandir, c'est apprendre à le protéger. Parce que sans cette part d'enfance, il n'y aurait pas d'audace, pas d'ambition, pas de vision, pas de courage d'essayer encore. L'enfant en nous est celui qui ose avant de croire, celui qui croit avant de comprendre, celui qui se relève avant d'analyser. Et peut-être que les adultes les plus accomplis ne sont pas ceux qui ont enterré leur enfance, mais ceux qui ont su la discipliner sans jamais l'éteindre. Alors, l'enfance a-t-elle une fin? Peut-être biologiquement, peut-être sur le papier, peut-être dans les formulaires, peut-être dans le regard des autres, le jour où on nous dit « Maintenant, tu as grandi ». Mais intérieurement, les choses sont moins simples. Parce que je crois que l'enfance disparaît totalement. Parce que je crois que le jour où l'enfance disparaît totalement, ce n'est pas le jour où l'on devient adulte. C'est le jour où l'on cesse de rêver. C'est le jour où l'on renonce à imaginer plus grand que ce que l'on nous a donné. Le jour où l'on accepte que le réel fixe définitivement nos limites. Et puis, il y a une autre vérité. Une vérité plus simple, plus humaine, presque évidente. Socialement, l'enfance ne disparaît jamais vraiment. Parce que, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, quel que soit notre parcours, nous restons toujours l'enfant de quelqu'un. On peut avoir 30 ans, 40 ans, 60 ans, 100 ans même. Il y aura toujours quelque part un regard capable de nous voir comme celui que nous avons été. Un père, une mère, une famille, une mémoire. Et dans ce regard-là, l'enfance ne s'efface jamais totalement. Alors non, je crois que l'enfance n'a pas une fin.
je crois qu'elle change de forme. Elle devient responsabilité, elle devient ambition, elle devient courage. Mais elle reste ce feu intérieur, ce feu discret qui nous rappelle d'où nous venons et pourquoi nous avançons. Et le jour où cette part disparaît complètement, ce n'est pas seulement l'enfance qui se termine, c'est quelque chose de bien plus précieux. C'est la capacité de continuer à croire que l'avenir peut être plus grand que ce que le passé avait prévu pour nous. Merci. Pacôme Djoyibo, mesdames et messieurs. Ah, ça s'est jeté sur les micros cette fois. Qui veut poser la première question? Comment on peut rester fidèle à l'enfant qu'on a été? Pardon? Comment est-ce qu'on peut rester fidèle à l'enfant qu'on a été? D'accord. Merci, madame. Je dirais, rester fidèle à l'enfance qu'on a été, c'est de ne pas oublier l'insouciance de l'enfance, les rêves, l'audace. Croire que tout est encore possible, c'est avoir cette part d'enfance en nous. Et j'aimerais avancer. Cette idée me fait penser à Saint-Exupéry, qui écrivait que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais que peu s'en souviennent. Et cela pose une vraie question. Est-ce que l'enfance a vraiment une fin, ou est-ce que c'est nous qui oublions simplement ce que nous avons été? Merci. Alors, monsieur, vous nous avez démontré qu'effectivement, l'enfance n'a pas de fin. Vous dites que l'enfance, c'est le feu qui brûle en nous à chaque instant. L'enfant qui est en vous, ce soir, si vous prenez le début de la soirée, votre arrivée dans ce théâtre, et le moment où vous allez partir, à quel moment il a parlé? Je dirais que c'est à l'instant que je montais sur ce podium et je me disais comment les gens me verront. Est-ce que je serai à la hauteur? Et c'est cette part d'enfance qui est en moi qui me dit, vas-y, tu peux y arriver, il faut croire. Et donc, je suis là. J'ai cru en moi. Et voilà. Merci beaucoup, Pacôme Djoyibo. Pas besoin de vous demander d'applaudir. Alors, nous arrivons maintenant à la fin des passages de nos 5 demi-finalistes. Messieurs, dames du jury, comment vous vous sentez? Il y a beaucoup de choses à se dire. Vous pensez que 20 minutes seront suffisantes pour prendre une décision? On l'espère. Donc les membres du jury vont se retirer afin de délibérer et sélectionner les 2 candidats qui accéderont à la finale. Eh bien, bienvenue à nouveau dans ce grand concours d'éloquence. Le jury a désormais terminé sa délibération. Il est temps d'annoncer les 2 candidats qui accèdent à la finale de cette 7e édition du concours. Mais avant, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous propose d'accueillir les 5 candidats, s'il vous plaît. Clara Rocochet, Nora Hannequin, Robin Pierrat, Clarisse Danton et Pacôme Djoyibo. Ça va? Il y a quelqu'un qui va m'amener maintenant les résultats. On n'a pas de roulement de tambour. J'ai toujours rêvé de faire ça aux Oscars ou aux Césars. Le premier finaliste, car c'est le premier finaliste, sera Pacôme Djoyibo. Et deuxième finaliste, Nora Hannequin.
Voilà. Alors, un énorme applaudissement aussi aux 3 autres candidats et candidates. Alors, attendez, parce que maintenant, ils vont devoir s'exprimer sur le sujet imposé. Le bonheur est-il toujours chez les autres? Voilà. Mais forcément, on ne sait pas encore qui passera en premier ou première. C'est pour ça que je vais demander à Madame Sophie Bourrel. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière sur le jury, s'il vous plaît? Merci. Attendez. En première position, qu'on soit sûr, c'est un nom que vous avez dans la main. En première position passera... Ça sera pas comme. Pas comme. Il est ravi. Et donc, en deuxième position, ce sera Nora. Merci, on peut les raccompagner. C'est bon pour toi? Ça va. Eh bien, le bonheur est-il toujours chez les autres? C'est à toi. Il y a une question que l'on évite presque toujours. Pas parce qu'elle est compliquée, parce qu'elle nous met face à nous-mêmes. Pourquoi ai-je l'impression que les autres sont plus heureux que moi? On ne le dit pas. On applaudit les réussites. On félicite les parcours. On sourit quand tout va bien. Mais intérieurement, qui n'a jamais regardé la vie de quelqu'un d'autre en se demandant pourquoi pas moi? Le bonheur est-il toujours chez les autres? Je me souviens d'un moment très simple. Un soir, je regardais des gens célébrer une réussite. Ils riaient. Ils semblaient être sûrs d'eux, sûrs de leur place, sûrs de leur avenir. Et moi, j'étais là, avec le sentiment d'avancer, mais d'avancer plus lentement que tout le monde, avec l'impression de travailler, mais de ne pas arriver au même endroit, avec cette question silencieuse. Est-ce que je suis en retard dans ma propre vie? Quand on vient de loin, on croit souvent que le bonheur appartient à ceux qui ont commencé plus près de l'arrivée. Quand on a dû se battre très tôt, on imagine que les autres ont eu le temps d'être légers. Quand on doute encore, on pense que les autres savent déjà. Alors, oui. Pendant longtemps, j'ai cru que le bonheur était chez les autres. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Nous ne voyons jamais la vie des autres telle qu'elle est. Nous voyons leurs résultats, mais pas leurs sacrifices. Nous voyons leurs victoires, mais pas leurs renoncements. Nous voyons leurs sourires, mais pas les moments où eux aussi ont eu envie d'abandonner. Et à force de comparer notre vérité avec l'apparence des autres, le bonheur finit toujours par sembler ailleurs. Mais il y a une vérité encore plus difficile. Si le bonheur semble toujours chez les autres, ce n'est pas seulement parce qu'on se compare. C'est aussi parce que regarder ailleurs est parfois plus rassurant que de regarder sa propre route. Parce que regarder sa propre route, c'est accepter qu'elle soit incertaine. C'est accepter qu'elle soit longue. C'est accepter qu'elle demande plus que ce que l'on avait imaginé. Et parfois, c'est accepter d'avancer sans savoir si l'on arrivera un jour là où on voulait être. Et pourtant,
Je crois que le bonheur ne commence pas quand tout devient facile. Il commence le jour où l'on arrête d'attendre une autre vie. Le jour où l'on accepte que la nôtre ne sera peut-être pas la plus rapide, pas la plus simple, pas la plus tranquille, mais qu'elle est la seule que nous pouvons vraiment vivre. Je ne sais pas si le bonheur est chez les autres, mais je sais que le jour où l'on cesse de se comparer, le jour où l'on accepte enfin le prix de sa propre route, quelque chose change. On ne devient pas forcément plus heureux, mais on devient plus solide. Et peut-être que le vrai bonheur n'est pas d'avoir la meilleure vie. Peut-être que le vrai bonheur, c'est de pouvoir regarder la sienne avec ses détours, avec ses combats, avec ses retards, et de se dire malgré tout, je n'ai pas choisi le chemin le plus facile, mais je n'ai pas fui le mien. Alors non, le bonheur n'est pas toujours chez les autres. Parfois, il apparaît exactement au moment où l'on cesse de vouloir leur ressembler. Et peut-être que le vrai bonheur, ce n'est pas d'arriver avant les autres. C'est d'avoir le courage de continuer quand on a l'impression d'être seul. Quand on a l'impression d'être le seul à douter, le seul à attendre, le seul à ne pas savoir si tout cela en vaut la peine. Mais continuez quand même. Parce qu'au fond, le bonheur n'est peut-être pas d'avoir la vie parfaite. Le bonheur, c'est de pouvoir regarder la sienne en face et de ne plus vouloir l'échanger contre aucune autre. Merci. Pacôme Djoyibo, merci beaucoup. La question forcément qu'on se pose à la fin de ce texte passionnant, c'est et toi, es-tu heureux? Je suis très heureux. On parle beaucoup du chemin vers le bonheur. Est-ce qu'il y a des chemins plus courts ou d'autres plus longs? Et est-ce que si le chemin était plus long, le bonheur en sera-t-il encore plus grand? Pardon. En fait, c'est ce que je disais. C'est parce que nous voyons les autres et nous pensons qu'ils ont commencé peut-être plus près de l'arrivée. Mais nous ne savons pas comment ils ont commencé. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent. Nous ne savons pas d'où ils viennent réellement. Et en ce moment, on se dit peut-être pour eux, leur chemin est plus doux, plus court. C'est peut-être pas vrai. Ce qui est plus important, c'est nous. Qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous avons? C'est de se regarder et de ne pas se comparer aux autres. Parce que ce que nous voyons chez les autres, ce n'est que l'apparence. Et nous, c'est seulement nous qui avons notre vérité. Chacun son odyssée. Merci. On peut l'applaudir. Ah, vous aviez une question, pardon. La petite carte. Ce n'est pas fini. Il y a 3 questions? Ah, on a droit à 3 questions. Oui, faut-il connaître les difficultés, voire le malheur, pour apprécier le bonheur? Pardon? Faut-il connaître ou rencontrer des difficultés, voire le malheur, pour apprécier le bonheur? Oui, je dirais oui. Il faut, bon, déjà, c'est humain d'avoir des difficultés, d'avoir des doutes. Tout le monde en a. Et c'est pendant ce moment-là qu'on se demande, pendant ce moment incertain, qu'on se demande alors, et si je laisse de regarder ce qui est peut-être mauvais dans ma vie, je laisse de regarder l'incertain, je laisse mes doutes à côté, et je me demande, depuis que je suis né, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai de plus beau? Qu'est-ce que j'ai de plus cher? Qu'est-ce que j'ai et qui m'accompagne et qui me propulse? Qu'est-ce qui me rend fier finalement si je laisse les doutes? Merci. Merci beaucoup. Pacôme Djoyibo, que l'on peut raccompagner sous vos applaudissements.
Et nous laissons la place désormais à Nora Hannequin. Eh bien, même thématique, c'est à toi. Mesdames, messieurs les jurés, rebonsoir. Je viens de vérifier et mon amie Géraldine est encore en voyage. La semaine dernière, c'était Rome. Avant Marrakech et aujourd'hui Luxor. Enfin, peut-être pas vraiment. Mais sur Instagram, en tout cas, elle mène une vie absolument magnifique. Et pendant une seconde, une toute petite seconde, je me suis dit, elle a tout compris. Elle sait vivre. Elle est heureuse. Mais moi, je ne suis pas à plaindre. Je suis ici, devant vous, en finale, dans un moment réel, rare, important. Et pourtant, une petite voix résonne en moi et me souffle encore. Le bonheur est sûrement ailleurs, chez une autre personne. Et cette idée n'est pas nouvelle. Elle est même vieille comme la frustration humaine. Avant Instagram, avant les stories, avant les filtres, il y avait déjà des êtres qui regardaient ailleurs avec la même obsession. Prenons le cas d'Emma Bovary. Mais ce soir, je vous pose la question. Le bonheur est-il toujours chez les autres ? D'abord, il faut reconnaître une chose simple. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Le bonheur n'est pas une cabane qu'on construit au fond d'une forêt. Non, il naît souvent dans une relation. Dans un regard qui rassure, dans une présence qui apaise, dans une main qu'on serre, dans un rire partagé. Et Aristote disait que l'homme est un être social. Et il avait raison. Beaucoup de nos joies les plus grandes existent parce qu'elles sont vécues avec d'autres. Un fou rire seul est agréable, mais un fou rire à deux devient un souvenir. Une victoire seule est satisfaisante, mais une victoire partagée est émouvante. Même les moments les plus simples prennent une autre dimension quand elles sont vécues avec quelqu'un d'autre. Alors oui, le bonheur compte avec les autres. Ils nous aiment, nous soutiennent, nous relèvent, ils donnent du relief à notre existence. Et personnellement, je le sais, il m'est déjà arrivé de passer une journée moyenne, banale, sans éclat, et puis d'avoir une conversation sincère avec quelqu'un. Un échange simple, un rire, une écoute, et de sentir que tout changeait. Même si rien, objectivement, n'avait changé, et pourtant tout allait mieux. Donc oui, d'une certaine manière, le bonheur est chez les autres, parce qu'il nous rappelle que la vie ne se traverse pas seule. Mais ce oui devient dangereux dès qu'il glisse vers une autre idée. Non plus d'être heureux avec les autres, mais de croire que les autres possèdent le bonheur que nous n'avons pas. Et là, Emma Bovary entre en scène. Dans le roman de Flaubert, Emma n'est jamais satisfaite de ce qu'elle vit. Son mari ne lui suffit pas, sa maison ne lui suffit pas, sa vie ne lui suffit pas. Mais pourquoi ? Parce qu'elle compare sans cesse le réel à un idéal. Elle a lu des romans, elle a rêvé d'une existence passionnée, brillante, élégante, intense, alors sa vie ordinaire lui paraît fade. Et Emma Bovary ne veut pas seulement être heureuse, elle veut une vie qui ressemble à ce qu'elle a imaginé du bonheur. Et c'est là la tragédie, parce qu'elle ne vit plus de ce qu'elle a, elle souffre de ce qu'elle n'a pas. Alors au fond, Emma Bovary ferait aujourd'hui une excellente utilisatrice d'Instagram parce qu'elle passerait son temps à regarder des maisons parfaites avec des couples parfaits, des voyages parfaits et à trouver sa propre vie insupportablement ordinaire. Mais ce qu'Emma poursuit, ce n'est pas le bonheur, c'est un mirage. Et c'est exactement ce qui nous menace nous aussi. Parce que quand je regarde mon amie Géraldine à Luxor, c'est pas vraiment Géraldine que je regarde, c'est une image, une chaîne choisie, un instant cadré,
une existence montrée en vitrine. Et moi, pendant ce temps-là, je compare mon quotidien brut au décor des autres. Je compare ma coulisse à leur affiche. Alors forcément, je perds. Parce qu'à force de croire que le bonheur est chez les autres, on finit par devenir étranger de sa propre vie. On ne se demande plus qu'est-ce qui me rend heureux, quel est mon bonheur, mais on se demande pourquoi ils ont l'air plus heureux que moi. Et cette question-là est un piège sans fond. Mais que faut-il en conclure ? C'est très simple, que le bonheur n'est ni dans l'isolement, ni dans l'envie, il n'est ni en moi seul, fermé au monde, ni chez les autres comme un trésor qu'il faudrait leur arracher. Non, le bonheur se construit dans un équilibre. Alors oui, nous avons besoin des autres, mais pas pour se comparer, pas pour se mesurer, pas pour chercher chez eux le bonheur qui nous manque. Et c'est que Emma Bovary nous montre, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vivre en permanence hors de soi, dans le fantasme d'une autre vie. Car à toujours regarder ailleurs, on finit par mépriser ce qu'on a ici. Car à toujours rêver grand, on finit par plus voir ce qu'on a déjà. Et à toujours à croire que le bonheur est chez les autres, on devient incapable de reconnaître le sien. Je crois donc que le bonheur n'est pas chez les autres comme une destination. Il est dans la manière dont on entre en relation avec eux. Les autres peuvent nourrir notre bonheur, mais ils ne doivent pas le définir. Ils peuvent l'éclairer, mais ils ne doivent pas le remplacer. Et le vrai bonheur commence peut-être quand on cesse de vouloir vivre la vie d'un autre pour enfin apprécier la sienne. Parce que moi aussi, parfois, je regarde les autres en croyant qu'ils ont une formule secrète. Et moi aussi, parfois, je me laisse impressionner par ce qui brille. Mais avec le temps, je comprends une chose. Le bonheur n'est pas toujours spectaculaire. Il n'est pas toujours à Luxor. Il est parfois juste là, dans une paix, dans une voix, dans un moment partagé, dans quelque chose de simple, mais de vrai. Alors le bonheur est-il toujours chez les autres ? Je dirais, il peut naître grâce aux autres, mais il meurt dès qu'on abandonne notre mesure. Alors oui, les autres peuvent nous rendre heureux par l'amour, l'amitié, la présence, la solidarité, mais non, ils ne doivent pas devenir le miroir cruel de notre vie. Emma Bovary a passé son existence à chercher ailleurs, dans une vie plus belle que la sienne. Mais à force de rêver le bonheur hors de sa portée, elle a juste perdu la capacité de voir ce qu'elle avait. Et c'est juste là la leçon. Le bonheur n'est pas chez les autres comme un luxe exposé en vitrine, il est dans un lien juste que nous tissons avec eux, sans nous renier nous-mêmes. Alors oui, regardons les autres, regardez-vous, non pas pour envier vos vies, mais regardez-vous pour vous aimer mieux, comprendre mieux et partager mieux. Et si jamais vous croisez mon amie Géraldine, dites-lui que ses photos sont très belles, mais rappelez-lui une chose. Les vies les plus heureuses ne sont pas toujours celles qui sont les plus visibles. Et les plus beaux moments ne sont pas toujours ceux qu'on montre, ce sont souvent ceux qu'on vit. Merci. Merci à toi, Nora Hannequin. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais le candidat précédent a eu 3 questions. Oui. Donc, il est possible que, par équité, tu aies le droit à 3 questions également. Très bien. Je préfère te prévenir. Il y a une question, c'est ça ? Je veux bien. Écoutez, est-ce que du coup, avec l'évolution des réseaux sociaux, vous pensez qu'il y a moins de bonheur aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il y a moins de bonheur, mais je pense que le bonheur peut être altéré par la comparaison, justement. Parce qu'on est tous dans un monde, on vit tous dans un monde connecté, et à vouloir se comparer, à vouloir faire comme les autres, on oublie
de définir ce qui est vraiment notre bonheur. Le bonheur. Une fois qu'on a atteint ce stade, c'est éphémère, ça vient, ça part, ça revient. C'est une question ouverte. Le bonheur, oui, le bonheur part. Le bonheur n'est pas un état qui perdure parce que forcément on rencontre des difficultés dans la vie. On peut rencontrer des choses qui nous blessent, notamment la perte de quelqu'un. Et donc oui, à ce moment, le bonheur est altéré, mais le bonheur revient. Et j'aimerais citer mon père pour ce passage, parce que mon père me disait toujours que derrière chaque tempête se cache un arc-en-ciel. Donc derrière chaque obstacle se cache le bonheur. Et dernière question de la soirée Et par en vous Monsieur Husson. écoutant, j'ai le sentiment que le bonheur, vous le voyez et vous l'exprimez souvent comme une image. Et donc, est-il davantage une image ou quelque chose que l'on ressent, ce qui est assez différent? Merci pour cette question. Je pense que le bonheur, c'est les deux, c'est à la fois une image et un ressenti. Car quand je pense à mon bonheur à l'heure actuelle, je pense à un repas de famille à Noël avec tous mes proches. Je l'attends toujours avec impatience parce que c'est un moment où je permets de me retrouver avec eux. Donc à la fois, c'est aussi un sentiment, le sentiment d'avoir ce bonheur, d'avoir justement d'être en compagnie de ses proches. Donc je pense qu'en effet, ça peut être les deux. Merci beaucoup, Nora Hannequin. Merci à vous en tout cas. Je me tourne un petit peu vers le jury. Alors, la délibération va être difficile, non? Est-ce que vous avez déjà des petites idées? Est-ce que la délibération précédente a été compliquée? Oui? Oui. Est-ce qu'il y a eu il a fallu voter, vous n'étiez pas forcément d'accord? Elle a supposé de laisser parler les enfants qu'il y avait en nous. On s'est inspiré des discours des candidats. On a fait plusieurs tours de vote, en fait. En réalité, on se rend compte que c'est très compliqué de les départager parce que, comme ça a été dit par plusieurs d'entre nous, chacun a des qualités, à des endroits très précis et affiche sa singularité avec le talent qui est le sien. Et donc, c'est très compliqué. Ce choix, il a une part d'arbitraire. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il soit là et c'est qu'il fasse... Je crois qu'on est 250 à être d'accord. Qu'ils fassent ça. Ça, c'est exceptionnel. Eh bien, le moment délicat se répète. Nous allons encore vous laisser le temps d'une délibération. On s'approche du grand moment. Je vais rappeler à la fois les comédiens et comédiennes, mais également les candidats. On va essayer d'avoir un petit peu tout le monde. N'hésitez pas à rentrer. Voilà, comédiens, comédiennes, venez, n'hésitez pas. Membres de la pièce de théâtre. Voilà, les candidats, s'ils sont là, normalement aussi. Suspense. Le jury devrait être pas loin également. N'hésitez pas à venir sur scène carrément, ça va être on va tout faire sur scène. On peut accueillir aussi Elliot Jonot, le vainqueur de l'édition 2025. Je ne sais pas où il est. Et monsieur le directeur de l'IAE Nancy, Loris Guéry. Elliot, c'est ça? Enchanté. Voilà. A priori, tout le monde est là. On va pouvoir casser un petit peu ce moment de stress. Il y a 2 personnes qui vous regardent très fixement. Je ne sais pas pourquoi. Mais avant cela, il y a bien sûr la 3e position. D'accord, qui va être remis une écharpe personnalisée, un chèque cadeau d'une valeur de 50 €. Alors je ne sais pas qui remet l'écharpe.
Très bien. Est-ce que c'est quelqu'un du jury qui veut annoncer la troisième personne? Oui, la troisième position, vous l'avez? Très bien. La troisième. Petit roulement de tambour. Donc la troisième position est attribuée à Robin Pierrat. Je louche. On va. J'invite aussi, pareil, J'invite aussi, je ne sais pas si Amélie Armao est ici pour remettre les cartes cadeaux. Voilà, Théâtre de la Manufacture aux 5 étudiants de l'atelier théâtre. Si elle est là, oui, non. Et sinon, juste on vous applaudit et on vous donnera les chèques cadeaux après. Si elle est là, elle est là. Voilà, on peut l'applaudir. C'est elle qui est derrière aussi tout ce travail. Vous sentez on entend un cœur qui bat dans la musique. On va casser le suspense. On va directement annoncer le gagnant ou la gagnante de cette 7e édition. Donc il y aura le diplôme, l'écharpe et le chèque cadeau d'une valeur de 100 €. Le gagnant ou la gagnante est 3 petits points. Le gagnant, c'est-à-dire le numéro 1 Numéro ce 1. soir. Donc le Ou là. ou la Là ou ou le. le. Le gagnant ou la gagnante ça se prénomme Nora et se nomme Annequin. Noah Annequin, messieurs, dames, on peut l'applaudir. C'est Miss France. Je propose de venir au centre. C'est Miss France. Ça fait un petit peu ça. C'est un moment de bonheur, faut pas pleurer. Et donc. Et la deuxième position. Voilà, le second, Pacôme Joyibo. Voilà, qui aussi a une écharpe personnalisée et un chèque cadeau d'une valeur de 75 €. Monsieur, alors monsieur Husson, ça a été dur, ça a été difficile, il y a eu de la tension parmi le jury ou c'était une entente cordiale? Ah non, d'abord, il y a toujours une entente. Ça a été, comme il n'était que deux, c'était moins difficile. Mais il y a eu beaucoup d'échanges. Et on ne racontera pas toute l'histoire. Mais il y a une belle vainqueur, et évidemment un excellent numéro 2. Oui. Mais comme dans toutes les compétitions, il faut départager. Mais vraiment, vous êtes remarquable. Et on apprécie également, je le redis, les demi-finalistes. Vous pouvez avancer, vous pouvez avancer. Alors, je ne sais pas s'il y a le troisième micro dans la salle. Sinon, je vais vous emprunter pour avoir les mots de la vainqueur, peut-être. Voilà, ouais. Ça va aller, tout va bien. Je vais vous tenir le petit cadeau, je repartirai avec. Non. Merci beaucoup. J'ai commencé ce concours un peu par hasard pour me challenger et me dépasser et je ne pensais pas arriver à ce stade-là. En tout cas, j'aimerais remercier tout le monde, notamment les organisateurs qui ont fait un travail remarquable. Et je remercie également monsieur et madame les jurys qui ont permis d'arriver à cette position. Et j'aimerais aussi vous laisser ce message de oser et faites ce concours parce que ça vous apporte énormément de choses. Des rencontres, des expériences, mais aussi une capacité qu'on n'était pas capable de savoir qu'on pouvait faire ça. Merci à vous, c'est très long. Merci beaucoup. Nora Annequin, vainqueur de l'édition 2007. Pacôme, un petit mot. Si l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous passons auraient certainement traduit mon état d'esprit. Ça a été une aventure et nous l'avons fait et nous avons gagné. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui
Et je voudrais remercier ceux qui ont organisé, les membres d'organisation qui ont fait une très belle organisation. Je voudrais remercier aussi les membres du jury qui, malgré leur agenda très chargé, ont su se rendre disponibles pour aujourd'hui nous jauger et nous départager. Je voudrais aussi féliciter Nora. Toutes mes félicitations, tu l'as mérité. Et merci à vous tous et toutes de nous avoir rendu honneur. Parce que sans vous, je ne pense pas que ce moment aurait été si beau. Merci. Merci à toi. Et j'ajoute aux remerciements les techniciens du Théâtre de la Manufacture qui ont mis en lumière le talent de nos candidats ce soir. Merci beaucoup à eux. Également, Béranger Ferté, les étudiants de l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel qui ont filmé l'intégralité de ce moment pour que vous puissiez, voilà, quand vous aurez lâché l'étape d'enfant, le montrer à vos petits-enfants. D'accord ? Merci énormément à eux, mais aussi, surtout, les étudiants organisateurs de cette formidable soirée. Je compte sur vous pour leur faire un tonnerre d'applaudissements. Nous avions Ilyes Bagadi, Lisa Gisabelti, Lola Florentin, Louane Durin, Méline Poirot, Nisrine Cordelou, Thomas Cornivet et Zineb Benadjel Jalid. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Prenez le temps, prenez le temps. Et quelle pression, non? Après tant d'éloquence, je vous laisse. Alors, je ne sais pas où est passé le deuxième micro. Ah je laisse donc la parole au directeur, un petit peu, c'est ça? Merci. Loris Guérit, on peut applaudir. N'hésitez pas à prendre un peu la place. Non, le centre de la scène est très très bien occupé, donc je vais laisser l'ensemble des étudiants là. Quelques mots pour finir. Vous aurez remarqué que j'ai revêtu mes habits d'adulte pour l'occasion. S'il en était besoin, je vous rassure toutes et tous, c'est pas si terrible que ça en fait, hein, comme situation d'être adulte. Ce concours d'éloquence fait partie de ces quelques moments qui arrivent parfois dans l'année où on se rend compte que les étudiants font mieux que nous. Ou en tout cas font mieux que moi à coup sûr. Je ne veux pas entraîner mes collègues dans les espèces d'abîmes qui se sont ouverts devant moi durant la soirée. On peut ressentir ça comme un petit moment de frustration peut-être. Moi j'y vois surtout un moment de grand plaisir à constater ce que vous, étudiants, êtes capables de faire et ce que vous avez pu montrer et démontrer ce soir et la satisfaction qu'on peut avoir en tant qu'enseignant, eh bien, elle est là en fait. Hein. Elle est dans le constat de ce que vous faites, des progrès que vous faites, de la manière dont vous évoluez pendant les quelques mois, quelques années que vous passez auprès de nous et dont parfois, vous nous dépassez. Donc, félicitations à l'ensemble des participants au concours. Félicitations également aux étudiants de la troupe de théâtre pour ces moments de bonheur partagé. J'ai noté quelques références musicales que les moins de 40 ans dans la salle, par contre. Je pense qu'ils sont passés à côté. Hein. J'ai noté que les collègues, par contre, les avaient bien repérés. Merci encore pour vos prestations. Merci aux étudiants organisateurs, ça a été dit. Au BDE pour la gestion du bar pendant la pause, place stratégique s'il en est. Merci à Vassili Cornu, étudiant entrepreneur qui a brodé les écharpes que revêtent les étudiants qui ont été primés. Merci encore aux membres du jury
ce soir, qui sont tous et de manière différente des experts de l'éloquence, monsieur le sénateur, madame la directrice générale d'ISICO, qui en plus comme expert comptable fait parler les chiffres par ailleurs, monsieur le vice-président étudiant et chers collègues. Merci aux enseignants, aux collègues administratifs qui se sont investis pour que cet événement puisse avoir lieu. Et puis, merci une nouvelle fois au Théâtre de la Manufacture pour son accueil, à Amélie Armao pour la direction de la troupe de théâtre des étudiants. Et je ne peux évidemment, en étant dans ces locaux, que clore cette soirée en vous encourageant toutes et tous à fréquenter assidûment le Théâtre de la Manufacture. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et bravo encore à vous toutes et tous. Bonne soirée et on se dit à la 8e édition alors. Tout souvent, même l'art de l'éloquence se finit en musique. Merci beaucoup public. Donc on se revoit l'année prochaine pour la 8e édition avec Nora Amka pour remettre du coup le trophée de l'année prochaine.